Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Monsieur Privan Gomo, en 3 minutes, s'il vous plaît. Je vais compter vraiment sur votre effort pour répondre à qu'est-ce que les peuples peuvent faire, premier élément. Second élément, alors, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, Monsieur Assimi Goïta concentre trop de pouvoir entre ses mains et qu'il n'est pas du tout un démocrate, comme l'a dit Monsieur Adama Touré, et qu'il faudrait revenir rapidement à la légalité démocratique? Je comprends parfaitement les préoccupations de M. Adama Touré lorsqu'il met en avant, d'une part, le caractère légitime du gouvernement qui doit travailler pour le compte de tout le Mali, et d'autre part, les principes démocratiques sur lesquels un État de droit doit s'ériger. Pour autant, je vais quand même relever la situation particulière, comme l'a dit mon frère Yamadou Keïta, que le Mali vit. Le Mali vit aujourd'hui une double guerre. Une guerre d'abord avec les terroristes et la guerre qu'il a déclarée avec la CEDEAO. Il doit savoir que cette situation exceptionnelle, le Mali n'est pas le seul peut-être à connaître cette situation. Il faut regarder parfois un peu l'histoire. L'histoire en Afrique montre que le Ghana de Rawlings a eu besoin à un moment donné d'un militaire, comme Assimi Goïta, pour mettre de l'ordre dans la maison Ghana. Alors, que M. Adama Touré nous dise s'il est satisfait du temps que Rawlings a mis à la tête du Ghana pour le restructurer. Si on avait réduit le temps de la transition ghanéenne, est-ce qu'aujourd'hui, le président Akufo-Addo serait à la tête d'un pays aujourd'hui respectable du point de vue économique, démocratique et financier? C'est même Akufo-Addo aujourd'hui qui participe à infliger des sanctions au Mali, ce qui est paradoxal. Je veux aussi rappeler qu'en Europe, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les militaires ont pris le pouvoir, à qui on a donné pratiquement les pleins pouvoirs et on a suspendu les institutions démocratiques. Souvenez-vous de Winston Churchill, qui a remplacé le Premier ministre civil Neville Chamberlain en 1940. On a fait les élections qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Fallait-il les faire pendant la guerre au nom de la légitimité du gouvernement? Souvenez-vous de Philippe Pétain, qui a pris le pouvoir dans les mêmes périodes, 40-45. Et il a fallu que l'on prolonge le mandat des députés, car ils avaient été élus en 1936 et leur mandat prenait fin en 1940. Or, en 1940, il y a eu la guerre, on a prolongé de 2 ans, et quand Pétain a pris le pouvoir, l'Assemblée nationale lui a confié les pleins pouvoirs, et il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour faire maintenant des élections et avoir un gouvernement légitime. De Gaulle, je termine là. De Gaulle, quand il prend le pouvoir en 1958, il fait les élections en 1965 seulement.
Il s'est passé 7 ans pendant lesquels De Gaulle a été à la tête de la France. C'est également militaire. Donc, je viens de vous montrer, mon frère Adama Touré, que devant certaines situations exceptionnelles, on a souvent recours aux militaires. Il faut leur laisser le temps de pacifier le pays, de la peser, afin de pouvoir maintenant remettre en œuvre toute la machinerie démocratique avec naturellement la question de la légitimité au bout. On ne peut pas organiser des élections légitimes lorsque le pays est divisé, lorsque le pays est en guerre. Ce n'est pas possible, ça ne servira à rien. Comment allez-vous installer des bureaux de vote dans une zone tenue par les rebelles? Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas raisonnable. Pour la deuxième question, on peut vous objecter, M. Privan Gomo, qu'il y a eu… attendez, s'il vous plaît. Il y a M. Comment… attendez. On peut vous objecter tout simplement qu'il y a eu également dans un pays comme la Syrie, Bachar el-Assad a organisé de nouvelles élections et pourtant le pays était sous occupation djihadiste. Oui, j'entends bien. Mais si la Russie n'était pas venue au secours du président Bachar el-Assad, je pense qu'il aurait été balayé. Ce que je veux dire, il faut me comprendre, c'est que dans une situation de guerre, on suspend les institutions démocratiques parce que le pays est en danger. Car un pays qui est en danger est un pays qui peut même perdre ses institutions. Donc, il faut d'abord rétablir la paix dans toute la zone du pays, dans la totalité du territoire du pays, rétablir la paix. Et quand la paix est rétablie, on peut maintenant solliciter les populations qui, légitimement, vont mettre en place de nouvelles institutions. C'est cela la démarche, et pas autrement. On ne peut pas demander aujourd'hui au président Assimi Goïta de partir aux élections alors que le pays vit la guerre. C'est ce qui s'est passé au Centrafrique avec les conséquences qu'on a connues. Oui, mais il y a même un précédent au Mali, puisqu'en 2013, en juillet 2013, je rappelle que Ibrahim Boubacar Keïta est venu à la tête du Mali, alors que le Mali était en situation de guerre également. Et la crise a perduré jusqu'à connaître son paroxysme, là maintenant, avec le coup d'État qui a fait partir Ibeka au Centrafrique. Ils ont organisé les élections alors que les rebelles étaient aux portes de Bangui. Donc, les erreurs qui sont commises au nom d'une prétendue légitimité qu'il faut mettre en avant doivent être corrigées. Il faut d'abord pacifier le pays. Quand le pays est pacifié maintenant, on fait appel aux populations qui légitimement dotent le pays des institutions démocratiques dont elle a besoin. Pendant la guerre, ce n'est pas possible. J'ai donné des exemples historiques en Europe. Oui, ça on l'a compris. Maintenant, revenez sur les moyens. Des peuples africains, la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, moi, je m'en tiens à la proposition de M. Laurent Koudou-Babo, qui s'est inspiré du RDA. Lorsque l'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, les Africains qui sont battus aux côtés des Occidentaux veulent leur indépendance. Ils se rendent compte que les Occidentaux ne veulent pas leur donner la liberté. Et donc, ils vont s'organiser autour d'un parti, le Rassemblement démocratique africain, qui a été créé au congrès de Bamako, au Mali. C'est là où on a lancé la dynamique d'une intégration panafricaniste des forces qui revendiquaient l'indépendance. Eh bien, il faut encore à nouveau que l'on tienne compte de cette démarche d'unir nos forces, comme on l'a fait au RDA. Et c'est parce qu'il y a eu le RDA que ces mouvements indépendantistes ont permis d'aller vers la pseudo-décolonisation, mais déjà, c'était un pas. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, le président de la Côte d'Ivoire, propose que dans tous les pays de l'espace francophone, il y ait un parti des peuples africains. Section Côte d'Ivoire, section Tchad, section Sénégal, c'est ce qu'il faut faire. C'est la proposition que Gbagbo fait, lui qui a été aux affaires pendant 10 ans, qui a été en prison pendant 10 ans, qui a le temps de mûrir sa réflexion, et qui dit que ce n'est que par des partis panafricanistes qui se mettent ensemble, qui se battent pour le même objectif, que l'on va réussir à remettre l'Afrique d'équerre. Tant que nous restons dans nos enclos coloniaux, tant que nous restons dans nos petits partis nationalistes, nous n'arriverons pas, parce que la France a pris soin de nous diviser afin qu'on ne puisse pas être unis pour la combattre. Si on veut combattre la France-Afrique, je termine là, il faut qu'il y ait des partis panafricains. Dans chaque État de l'espace francophone, ces partis se mettent ensemble et partent à la conquête du pouvoir. C'est la seule alternative, il n'y en a pas d'autre. L'alternative qui a prévalu depuis 61 ans sont les partis, on va dire, par pays, les partis État-nation, 61 ans de partis État-nation, ça n'a rien donné. Il faut changer. Écoutons